Quatrième couplet. Le dernier des esprits. Le fantôme approchait d'un pas lent, grave et silencieux. Quand il arriva près de Scrooge, celui-ci fléchit le genou, car cet esprit semblait répandre dans l'air même où il se mouvait une ombre triste et mystérieuse. Un vêtement d'un noir profond l'enveloppait tout entier, dissimulant sa tête, son visage, la forme de son corps, et ne laissant apercevoir qu'une de ses mains tendues en avant. N'eût été cette main, l'on aurait eu grand-peine à distinguer sa silhouette dans la nuit et à la détacher des ténèbres qui l'entouraient. Scrooge sut que l'esprit était d'une taille haute et majestueuse lorsqu'ils furent côte à côte, et il sentit que sa présence mystérieuse l'emplissait d'une crainte solennelle. Il n'en apprit pas plus, car l'esprit ne prononça pas une parole et ne fit pas un geste. « Je suis en présence de l'esprit des Noëls à venir » dit Scrooge. L'esprit ne répondit pas. Il désignait de la main le chemin à prendre. « Vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais arriveront dans la suite des temps, » poursuivit Scrooge. « N'est-il pas vrai, esprit ?» La partie supérieure de la draperie se contracta un instant, car ses plis se rapprochèrent comme si l'esprit avait incliné la tête. Ce fut la seule réponse qu'obtint Scrooge. Bien qu'il fût maintenant accoutumé à la fréquentation des esprits, Scrooge avait si peur de la forme silencieuse que ses jambes tremblantes se dérobaient sous lui et qu'il eut beaucoup de peine à se tenir debout lorsqu'il se prépara à le suivre. L'esprit s'arrêta un moment, comme s'il avait remarqué dans quel état il se trouvait et qu'il voulut lui donner le temps de se remettre. Mais Scrooge n'en fut que plus bouleversé. Il frissonnait, traversé d'une horreur vague, indéfinissable, en songeant que derrière ce sombre linceul, deux yeux de fantôme le fixaient attentivement, tandis que malgré tous ses efforts pour observer l'esprit, ses propres yeux ne distinguaient qu'une main spectrale et une grande masse noire. « Fantôme de l'avenir !» s'écria-t-il. « Je vous redoute plus qu'aucun des esprits que j'ai vus. Mais comme je sais que vous êtes venu pour mon bien, et comme j'espère vivre pour devenir un homme différent de ce que j'étais, je suis prêt à vous accompagner, avec reconnaissance là où vous me conduirez. Ne voulez-vous pas me parler ?» Pas de réponse. La main tendue désignait un point droit devant eux. « Conduisez-moi, » dit Scrooge. « Conduisez-moi. La nuit est avancée, elle s'écoule vite, et ces heures, je le sais, sont précieuses pour moi. Esprit, soyez mon guide. » Le fantôme s'éloigna de la même manière silencieuse dont il était venu. Scrooge le suivit dans l'ombre de sa robe, et il lui sembla que cette robe le soulevait et l'emportait. On ne pourrait dire qu'ils entrèrent dans la cité. Ce fut plutôt la cité qui sembla surgir autour d'eux et les entourer d'elle-même. Quoi qu'il en soit, ils se trouvaient là, au cœur de la ville, à la bourse parmi les marchands. Ceux-ci allaient et venaient précipitamment, faisaient sonner l'argent dans leurs poches, s'arrêtaient pour causer par groupe, regarder leur montre ou jouer d'un air pensif avec leur cachet d'or, et ainsi de suite, comme Scrooge les avait souvent vus faire. L'esprit se tint immobile à côté d'un petit rassemblement d'hommes d'affaires. Voyant que la main était tendue dans leur direction, Scrooge s'approcha pour écouter leur conversation. « Non !» disait un grand et gros homme au menton monstrueux. « Je n'ai guère de renseignements, je sais seulement qu'il est mort. »« Quand est-il mort ?» s'enquit un autre. « Hier soir, je crois. »« Tiens, et quelle était sa maladie ?» demanda un troisième en prenant une énorme prise de tabac dans une très grande tabatière. « J'avais cru qu'il ne mourrait jamais. »« Dieu sait !» dit le premier en bâillant. « Qu'a-t-il fait de son argent ?» dit un individu au visage rubicond dont le nez portait à son extrémité une excroissance de chair qui pendait et tremblotait comme les caroncules d'un dindon. « Je n'ai rien entendu dire, » répondit l'homme au visage menton avec un nouveau bâillement. « Il a peut-être légué à sa société commerciale. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas son héritier. » Cette plaisanterie fut accueillie par un éclat de rire général. « Ce sont probablement de piètres funérailles, » reprit le même monsieur, « car sur ma vie, je ne connais personne qui songerait à y aller, si nous organisions un groupe de volontaires. »« Je veux bien y aller si l'on y donne à déjeuner, » déclara le monsieur à l'excroissance au bout du nez. « Mais si je me joins à la délégation, il faudra me nourrir. » De nouveaux éclats de rire. « Je vois que c'est moi qui suis le plus désintéressé après tout, » dit celui qui avait parlé le premier, « car je ne porte jamais de gants noirs, je mange jamais dans la journée. Mais je m'offre à y aller si quelqu'un vient avec moi. Quand j'y réfléchis bien, je suis pas du tout sûr de n'avoir pas été son ami le plus intime, car nous échangions quelques mots chaque fois que nous nous rencontrions. Bon, messieurs, au revoir. » Les hommes qui avaient tenu ces propos se dispersèrent et se dirigèrent appelant vers d'autres hommes. Scrooge les connaissait tous. Il regarda l'esprit comme pour lui demander une explication. Le fantôme glissait le long d'une rue. Il montra du doigt deux personnes qui s'abordaient. Scrooge écouta de nouveau, dans l'espoir de trouver là le mot de l'énigme. Il connaissait très bien ces deux hommes-là aussi. C'est de très riches et très influents négociants. Ils s'étaient toujours appliqués à s'attirer leur considération, en ce qui concernait les affaires, bien entendu, strictement du point de vue des affaires. « Bonjour, » dit l'un. « Bonjour, »
répondit l'autre. Alors, il paraît que le diable est rentré en possession de son bien. C'est ce que je viens d'apprendre. Quel froid il fait. C'est le temps de la saison à Noël. Vous ne patinez pas par hasard? Oh non, non, d'autres soucis en tête. Au revoir. Pas un mot de plus. Telles furent leurs rencontres, leurs conversations, leur séparation. Au début, Scrooge était enclin à s'étonner que l'esprit attachât tant d'importance à des entretiens d'apparence si banale. Mais convaincu qu'il poursuivait quelque dessein secret, il se mit à réfléchir à ce que cela pouvait être. Ces conversations ne se rapportaient sûrement pas à la mort de Jacob, son ex-associé, car cette mort appartenait au passé, et le domaine de l'esprit était l'avenir. Et Scrooge n'arrivait pas à trouver dans son entourage immédiat quelqu'un à qui les appliquer. Pourtant, quel que fût l'objet de ces entretiens, il ne doutait pas qu'ils ne continssent une morale cachée dont le but était de le rendre meilleur. Aussi résolut-il de recueillir précieusement dans sa mémoire tous les mots qu'il entendait, toutes les scènes qu'il voyait, et d'observer avec une attention spéciale son propre personnage quand l'ombre lui en apparaîtrait. Il s'attendait en effet que la conduite de son futur lui-même lui fournît l'indice qui lui manquait et lui rendît plus facile la solution de toutes ces énigmes. Il chercha du regard en cet endroit sa propre image. Mais quelqu'un d'autre se tenait dans son coin habituel, et bien que l'horloge marquât l'heure où il venait d'ordinaire, il ne vit pas sa propre apparence dans la multitude qui entrait sous le porche. Il en fut toutefois peu surpris, car il avait déjà médité un changement de vie, et il crut voir. Il espéra voir dans cette absence le fruit de ses résolutions nouvelles. Sombre et calme à ses côtés, se dressait l'esprit, la main tendue. Quand Scrooge s'arracha à sa méditative recherche, il crut distinguer au mouvement de cette main et à sa position par rapport à lui-même que les yeux invisibles le fixaient d'un regard perçant. Il frissonna et se sentit transi. Quittant ce lieu affairé, ils pénétrèrent dans un quartier obscur de la ville où Scrooge n'était jamais allé, bien qu'il en connût l'emplacement et la mauvaise renommée. Les rues y étaient étroites et sales, les boutiques et les maisons misérables, les gens à demi nus, laids, ivres et traînant la savate. Les impasses et les voûtes comme autant d'égouts dégorgeaient leurs immondices, leurs odeurs, leurs créatures répugnantes dans les rues tortueuses. Et de tout ce quartier montaient les relents du crime et l'ordure et la misère. Au fond de ce repaire d'infamie se trouvait une boutique basse, avancée en saillie sous l'auvent de son toit, et l'on pouvait acheter de la ferraille, des vieux chiffons, des bouteilles vides, des os et des déchets graisseux. À l'intérieur s'entassaient sur le sol clés, clous, chaînes, gonds, limes, plateaux de balance, poids et débris de métaux de toutes sortes, couverts de rouille. Des secrets que peu de gens auraient aimé pénétrer naissaient et se cachaient sous ces montagnes de guenilles affreuses, ces masses de graisse corrompue, ces sépulcres d'ossements. Assis parmi les marchandises dont il trafiquait, près d'un poêle à charbon de bois fait de vieilles briques, était un individu aux cheveux gris de près de 70 ans. Il s'était fait un écran contre le froid de la rue en suspendant à une corde un rideau crasseux de loques hétéroclites, et il fumait sa pipe dans la béatitude d'une calme retraite. Scrooge et le fantôme se trouvèrent en présence de cet homme au moment où une femme portant un lourd ballot se glissait furtivement dans la boutique. Mais à peine y eut-elle pénétré qu'une autre femme pareillement chargée entra aussi. Cette dernière fut suivie de près par un homme aux vêtements noirs fanés qui ne fut pas moins surpris de les voir qu'elle ne l'avait été de se reconnaître l'une l'autre. Après quelques minutes de stupéfaction muette au cours desquelles le vieil homme à la pipe les avait rejoints, ils éclatèrent de rire tous les trois. « Fiez-vous à la femme de charge pour arriver la première » s'écria celle qui était entrée avant les autres. « Fiez-vous à la blanchisseuse pour venir en second, et fiez-vous au croque-mort pour arriver le troisième. Hein, vieux Joe, en voilà un hasard. On se rencontre ici tous les trois sans s'être donné le mot. »« Vous ne pouviez pas mieux choisir comme lieu de rendez-vous » dit le vieux Joe en ôtant sa pipe de sa bouche. « Entrez au salon. Vous le connaissez depuis longtemps, et les deux autres ne sont pas non plus des étrangers. Attendez que je ferme la porte de mon magasin. Oh, comme elle grince. Il n'y a pas dans ma boutique de vieilles ferrailles plus rouillées que ces gonds, comme il n'y en a pas, bien sûr, de vieux os plus vieux que les miens. Nous sommes tous bien à notre place et parfaitement assortis. Et venez dans le salon, venez dans le salon. » Ce qu'il appelait le salon était l'espace protégé par le rideau de chiffon. Le vieil homme tisonna le feu avec un barreau de rampe d'escalier et moucha sa lampe fumeuse, car il faisait nuit, en écrasant la mèche à l'aide d'un tuyau de sa pipe qu'il remit ensuite dans sa bouche. Pendant ce temps, la femme qui avait parlé jeta son baluchon à terre, s'assit résolument sur un tabouret, les bras croisés sur les genoux, et regarda les deux autres avec un air insolent comme pour les braver. « Et puis après, Madame Dibbler, dit-elle, tout le monde a le droit de penser à soi. C'est ce qu'il a toujours fait, lui. »« Ah, pour sûr que c'est vrai, dit la blanchisseuse, personne mieux que lui. »« Eh bien, alors, ne restez pas plantés là, les yeux fixes, comme si vous aviez peur. Qu'il saura. Nous n'allons pas nous chercher la petite bête les uns aux autres, je suppose. »« Oh non !» s'écrièrent en même temps Madame Dibbler et l'homme. « Il ne manquerait plus que ça. »« Très bien alors, cria la femme. C'est réglé. D'ailleurs, à qui ça va-t-il manquer quelques babioles comme celle-là? Pas à un mort, sûrement. »« Oh, ça non, dit Madame Dibbler en riant.
S'il voulait les garder après sa mort, ce méchant vieux Grigou, pourquoi ne s'est-il pas conduit humainement pendant sa vie? Il aurait eu quelqu'un après de lui pour le soigner quand la mort l'a frappé, au lieu de rendre son dernier soupir tout seul sans personne. On n'a jamais rien dit de plus vrai, dit madame Dibbleur. Il a trouvé là son juste châtiment. Je trouve même que c'est un châtiment trop léger, répliqua la femme, et il l'aurait senti peser davantage si j'avais pu mettre la main sur autre chose, vous pouvez m'en croire. Ouvre ce baluchon, vieux Joe, et dis-moi ce que ça vaut. Parle net, j'ai pas peur de passer la première, j'ai pas peur que les autres voient ce que j'apporte. Avant de nous rencontrer ici, nous n'ignorons pas, je pense que chacun allait venir. Y a pas de mal à ça. Ouvre le paquet, Joe. Mais par courtoisie, ses deux amis s'y opposèrent, et l'homme en habit noir fané, montant le premier sur la brèche, exhuma son butin. Il n'était pas considérable. Un cachet ou deux, un porte-crayon, une paire de boutons de manchette et une broche sans valeur. C'était tout. Chaque objet fut examiné et évalué par le vieux Joe, qui inscrivit à la craie sur le mur les sommes qu'il était disposé à donner pour chacun, et en fit le total quand il vit qu'il n'y avait plus rien. « Voici votre compte, dit Joe, et je n'ajouterai pas un liard, même si je devais bouillir dans la marmite du diable. À qui le tour ?» C'était le tour de madame Dibbleur. Elle apportait des draps et des serviettes de toilette, quelques vêtements, de vieilles cuillères à café en argent, une pince à sucre et des bottes. Son compte fut fait sur le mur de la même manière. « Je donne toujours trop aux dames. C'est une de mes faiblesses et c'est comme ça que je me ruine, dit le vieux Joe. Voilà ce qui vous revient. Si vous me demandez un sou de plus, si vous essayez de marchander, je me repentirai de ma générosité et je me rabattrai une demi-couronne. » « Et maintenant, Joe, ouvre mon paquet, » dit la première femme. Joe se mit à genoux pour plus de commodité, et après avoir défait un grand nombre de nœuds, il ouvrit le ballot d'où il tira une grosse et lourde pièce d'étoffe sombre. « Comment appelez-vous cela » dit Joe. « Des rideaux de lit ?»« Oui, » répondit la femme en éclatant de rire et se penchant en avant sur ses bras croisés. « Des rideaux de lit ?»« Vous n'allez pas nous dire que vous les avez enlevés avec les anneaux pendant qu'il était encore couché dessous ?» dit Joe. « Mais si !» répliqua la femme. « Pourquoi pas ?»« Allons, » dit Joe, « vous êtes né pour faire fortune, et fortune vous ferez. »« Je vais sûrement pas retirer la main quand il me suffit de l'attendre pour prendre quelque chose, par égard pour un homme tel que lui. Joe, je t'en réponds, » rétorqua tranquillement la femme. « Ne fais pas de taches d'huile sur les couvertures. »« Ces couvertures à lui ?» demanda Joe. « D'où crois-tu qu'elles viennent? Il n'y a guère de danger qu'il prenne froid sans couverture, va. »« J'espère qu'il n'est pas mort de maladie contagieuse, hein ?» dit le vieux Joe, s'arrêtant de travailler et relevant la tête. « Ne crains rien, » répondit-elle. « Je n'aimais pas sa société au point de traîner près de lui si ça avait été le cas pour des affaires comme celle-là. Ah, tu peux te crever les yeux à examiner cette chemise, tu n'y trouveras pas le moindre trou, ni même un endroit élimé. C'est la meilleure qu'il possédait, et elle est belle, hein. Elle aurait été gaspillée si je m'en étais pas trouvée là. »« Qu'appelez-vous gaspiller ?» demanda le vieux Joe. « On la lui avait mise pour l'ensevelir, croyez-vous » expliqua la femme dans un éclat de rire. « Quelqu'un avait eu la bêtise de faire ça. Mais je la lui ai ôtée. Si le calicot n'est pas assez bon pour un tel usage, je ne vois pas à quoi il servirait. C'est tout aussi saillant, hein. Le bonhomme peut pas être plus laid qu'il l'était dans celle-ci. » Scrooge écouta ce dialogue avec horreur. Il regarda ces gens groupés autour de leur butin sous la clarté douteuse répandue par la lampe du vieillard, avec un dégoût et une horreur qui n'auraient guère été plus grands s'ils avaient été de hideux démons occupés à vendre le cadavre lui-même. Fit la femme en riant à gorge déployée quand le vieux Joe, sortant un sac de flanelle plein de pièces de monnaie, se mit à compter devant chacun sur le sol la somme qui lui revenait. « Et c'est la morale de cette histoire, voyez-vous. De son vivant, il a tenu tout le monde à l'écart, il a fait le vide autour de lui pris par la terreur, rien que pour nous assurer des petits profits après sa mort. » « Esprit, » dit Scrooge en frissonnant de la tête aux pieds. « Je comprends, je comprends. Le sort de ce malheureux pourrait être le mien. C'est à cela que tend une vie comme la mienne, hein. Seigneur miséricordieux, que vois-je » Il recula d'épouvante car la scène avait changé et il se trouvait à côté d'un lit presque à le toucher. C'était un lit nu, sans rideau, sur lequel gisait sous un drap déchiré quelque chose qui par son silence même révélait sa nature en un terrible langage. La chambre était obscure, trop obscure pour que Scrooge en pût distinguer les détails avec exactitude. Bien que poussé par une impulsion secrète, il promena ses regards de tous côtés, cherchant à savoir ce qu'était cette pièce. Une lumière pâle venue du dehors tombait droit sur le lit, et là, pillé, dépouillé, sans un être pour le veiller, le pleurer et lui rendre les derniers devoirs, était allongé le corps d'un homme. Scrooge lança un regard vers le fantôme dont la main immobile lui montrait la tête du mort. Elle avait été recouverte avec tant de négligence qu'en soulevant à peine le linceul, il lui suffit que Scrooge le touchât du doigt, on aurait mis à nu le visage.
Scrooge y songea, sentit qu'il serait très facile de le faire et en éprouva le désir. Mais il n'avait pas plus le pouvoir d'écarter ce voile qui n'aurait pu congédier le spectre qui se tenait à son côté. Ô mort glacée, glacée, inflexible et terrifiante, dresse ici ton autel et entoure-le de toutes les horreurs dont tu disposes, car en vérité ceci est ton domaine. Mais d'une tête aimée, respectée, honorée, tu ne peux plier un seul cheveu à tes fins redoutables, tu ne peux rendre un seul trait repoussant. La main alourdie peut bien retomber si nous l'abandonnons, le cœur et le pouls ont pu cesser de battre, mais la main fut ouverte, loyale et généreuse, le cœur brave, chaud et tendre, et dans le pouls palpitant le sang d'un homme. Frappe, ombre, frappe, et tu verras jaillir de ces blessures ces bonnes actions qui répandront dans le monde une semence de vie immortelle. Aucune voix ne prononça ces paroles aux oreilles de Scrooge. Il les entendit toutefois tandis qu'il regardait le lit. Si cet homme pouvait revivre, pensait-il, où iraient ses premières pensées? À la quête de l'or, à l'âpre combat des affaires, aux soucis mercantiles? Ils l'ont conduit à une riche fin, vraiment. Il gisait là dans cette maison déserte et sombre sans qu'un seul être, homme, femme ou enfant, pût dire « Il fut bon pour moi, dans telle ou telle circonstance, et en souvenir d'une parole bienveillante à mon tour, je vais l'entourer de bonté. » Un chat grattait à la porte et l'on entendait des rats ronger quelque chose sous la pierre du foyer. Que venait-il chercher dans cette chambre mortuaire? Pourquoi était-il inquiet et turbulent? Scrooge n'osait y songer. « Esprit, dit celui-ci, ceci est un lieu d'épouvante. En le quittant, j'emporterai la leçon qu'il me donne, soyez-en sûr. Partons. » De son doigt immobile, le spectre lui montrait toujours la tête du mort. « Je vous comprends, lui dit Scrooge, et je le ferais si je pouvais. Mais je n'en ai pas le pouvoir, esprit. Je n'en ai pas le pouvoir. » De nouveau, le fantôme sembla l'examiner avec attention. « S'il est un seul être en cette ville qui ressente de l'émotion à la mort de cet homme, montrez-le-moi, esprit, dit Scrooge au comble du désespoir. Montrez-le-moi, je vous en conjure. Le fantôme étendit un instant sa sombre robe devant lui, comme une aile. Lorsqu'il la retira, la lumière du jour éclaira une pièce où se trouvaient une mère et ses enfants. Elle attendait quelqu'un avec une impatience inquiète, car elle allait et venait dans la chambre, tressaillant au moindre bruit, regardant par la fenêtre, guettant la pendule, essayant, mais en vain, de reprendre son ouvrage de couture, et pouvant à peine supporter le bavardage de ses enfants qui jouaient. Enfin retentit à la porte le coup si fiévreusement attendu. Elle se précipita à la rencontre de son mari. Bien qu'il fût jeune, il avait le visage triste et ravagé par les soucis. Une étonnante expression était à ce moment répandue sur ce visage, une sorte de joie grave dont il avait honte et qu'il tentait de réfréner. Il s'installa pour prendre le repas que sa femme avait tenu au chaud pour lui, et lorsqu'elle lui demanda d'une voix hésitante, ce qu'elle ne fit qu'après un long silence, quelles étaient les nouvelles, il parut embarrassé de lui répondre. « Sont-elles bonnes ou mauvaises ?» dit-elle pour l'aider. « Mauvaises, » répondit-il. « Sommes-nous tout à fait ruinés ?»« Non, Caroline, il y a encore de l'espoir. »« S'il se laisse toucher, dit-elle avec stupeur, il en reste. Qu'un tel miracle se produise et rien ne sera désespéré. »« Il ne peut plus se laisser toucher, dit son mari. Il est mort. » Si l'on pouvait en croire son visage, cette femme était douce et patiente. Mais du fond de l'âme, elle remercia le ciel pour ce qu'elle venait d'apprendre, et les mains jointes, elle ne put s'empêcher de le dire. Elle en demanda pardon l'instant d'après et le regretta. Mais son premier mouvement était parti du cœur. Ce que la femme à moitié ivre dont je t'ai parlé hier soir m'avait dit, quand j'ai essayé de le voir pour lui demander une semaine de délai, ce que je croyais être une simple excuse pour refuser de me voir, se trouve avoir été la vérité. Il était à ce moment-là non seulement fort malade, mais mourant. À qui notre dette sera-t-elle transférée? Je l'ignore, mais avant qu'il en soit décidé, nous aurons la somme toute prête, et même si nous ne l'avions pas, ce serait jouer de malheur en vérité que de trouver en son successeur un créancier aussi implacable que lui. Nous pouvons dormir ce soir le cœur léger, Caroline. Oui, malgré les scrupules qu'ils éprouvaient, leur cœur était plus léger. Les visages de leurs enfants silencieux, groupés autour d'eux pour entendre des paroles qu'ils ne comprenaient guère, s'étaient éclairés. La mort de l'homme avait apporté du bonheur dans la maison. La seule émotion causée par l'événement dont le spectre put le rendre témoin était une joie. « Faites-moi voir, esprit, » dit Scrooge, « une scène où quelque tendresse soit liée à l'idée de mort, afin que la sinistre chambre que nous venons de quitter ne reste pas toujours présente dans mon esprit. » L'esprit lui fit suivre plusieurs rues qui lui étaient familières et où Scrooge, chemin faisant, regarda de côté et d'autre pour trouver sa propre image. Mais il ne la vit nulle part. Ils entrèrent dans la demeure du pauvre Bob Cratchit qu'ils connaissaient déjà. Ils y trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Calme, très calme. Les bruyants petits Cratchit étaient assis dans un coin, immobiles comme des statues, les yeux levés vers Peter qui tenait un livre ouvert devant lui. La mère et les filles cousaient. Mais comme ils étaient calmes tous. Et il prit un enfant et le plaça au milieu d'eux.
Où Scrooge avait-il entendu ces paroles? Il ne les avait pas rêvées. Sans doute le jeune garçon était-il en train de les lire au moment où Scrooge et l'esprit franchirent le seuil. Pourquoi ne poursuivait-il pas sa lecture? La mère posa son ouvrage sur la table et se couvrit le visage de ses mains. « Cette couleur me fait mal aux yeux, dit-elle. La couleur? Ah, pauvre petit Tiny Tim. Cela va mieux à présent, dit la femme de Bob. Mes yeux se fatiguent à force de travailler à la bougie, et pour rien au monde je ne voudrais montrer des yeux fatigués à votre père lorsqu'il rentrera. Il ne va pas tarder, je crois. Il est même un peu en retard, répondit Peter en fermant le livre, mais je trouve, mère, que depuis quelques soirs il marche un peu moins vite. Ils retombèrent dans leur silence. Enfin la mère reprit d'une voix ferme, courageuse, qui ne se brisa qu'une fois. J'ai connu un temps où il marchait vite, très vite, et en portant Tiny Tim sur ses épaules. Moi aussi, s'écria Peter, souvent. Et moi aussi, cria un autre. Ils s'en souvenaient tous. Mais Tiny Tim était très léger, ajouta la mère, attentivement penchée sur son ouvrage. Et son père l'aimait tellement, tellement qu'il ne le sentait pas peser. Ah, le voici, mes enfants, je l'entends à la porte. Elle courut au-devant de lui et le petit Bob, avec son cache-nez au vent, entra dans la chambre. Son thé l'attendait au chaud sur le coin de la grille, et ce fut à qui s'empresserait de le lui servir. Ensuite, les deux jeunes Cratchit grimpèrent sur ses genoux, et chaque enfant posa sa petite joue contre celle de leur père, comme pour dire « N'y pense plus, papa. N'aie pas trop de peine. » Bob se montra très gai avec eux et eut pour tous une parole gentille. Il regarda l'ouvrage de couture qui était sur la table et loua l'habileté et la rapidité de Madame Cratchit et des jeunes filles. Elles auraient terminé bien avant dimanche, ajoutait-il. « Dimanche? Tu y es donc allé aujourd'hui, Robert ?» dit sa femme. « Oui, ma bonne amie, » dit Bob. « Et je regrette que tu n'aies pas été avec moi. Cela t'aurait fait du bien de voir comme l'endroit est vert. Et tu le verras souvent. Je lui ai promis que j'irai en promenade tous les dimanches. » « Oh, mon petit enfant, mon tout petit. » Il éclata en sanglots brusquement. Il ne put se retenir. S'il avait pu se retenir, lui et son enfant auraient été moins près l'un de l'autre peut-être qu'il ne l'était. Il quitta la pièce et monta dans la chambre du premier qui était joyeusement éclairée et parée de guirlandes pour Noël. Une chaise était placée à côté de l'enfant et l'on voyait que quelqu'un était venu s'y asseoir récemment. Le pauvre Bob s'y assit et lorsqu'il eut réfléchi un peu et qu'il se sentit plus calme, il baisa le petit visage. Il avait accepté ce qui était arrivé et il redescendit plein de sérénité. Toute la famille se rapprocha du feu et se mit à bavarder tandis que les jeunes filles et leur mère continuaient à coudre. Bob leur parla de l'extraordinaire bonté du neveu de M. Scrooge qu'il avait vu une fois à peine et qui, lui, le rencontrant ce jour-là dans la rue et remarquant qu'il avait l'air un peu... Bon, mon Dieu, un peu abattu, vous savez, expliqua Bob, lui avait demandé ce qui lui était arrivé de fâcheux. Sur quoi? Poursuivit Bob Cratchit, car c'est bien le monsieur le plus aimable avec qui j'ai jamais causé, je lui ai tout raconté. Je suis sincèrement désolé pour vous, monsieur Cratchit, m'a-t-il dit, et sincèrement désolé pour votre excellente femme. Au fait, comment a-t-il pu savoir cela, je me le demande. Savoir quoi, mon ami? Eh bien que tu étais une excellente femme, répliqua Bob. Tout le monde le sait, s'écria Peter. Très bien répondu, mon garçon, cria Bob. J'espère que tout le monde le sait. Sincèrement désolé, a-t-il dit, pour votre excellente femme. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit, a-t-il ajouté en me donnant sa carte, voici mon adresse. Venez me trouver, je vous en prie. Eh bien, cela m'a fait un très grand plaisir. Non pas à cause de ce qu'il pourrait faire pour nous, mais parce que ses façons témoignaient de tant de bonté. On aurait vraiment dit qu'il avait connu notre Tiny Tim et qu'il souffrait avec nous. Je suis sûre que c'est un brave cœur, dit Madame Cratchit. Tu en serais encore plus sûre, mon ami, si tu avais pu le voir et lui parler. Je ne serais pas du tout surpris, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, s'il trouvait une meilleure place pour Peter. Entends-tu, Peter? dit Madame Cratchit. Et alors? S'écria une des jeunes filles. Peter se mettra à fréquenter et il se mariera. Dis pas de bêtises, protesta Peter. Ça finira bien par arriver un jour ou l'autre, dit Bob, mais tu as tout ton temps, mon fils. Cependant, de quelque façon et à quelques moments que nous nous séparions les uns des autres, je suis sûre que pas un nous n'oubliera jamais le pauvre Tiny Tim, n'est-ce pas? Nous nous rappellerons toujours cette première séparation. Toujours, père, s'écrièrent-ils tous. Et je sais, continua Bob, je sais, mes chéris, que le souvenir de la patience et de la douceur de cet enfant qui était pourtant très très petit nous retiendra toujours si nous nous sommes tentés de nous quereller, car ce serait oublier Tiny Tim. Nous ne nous querellerons jamais, père, crièrent-ils tous. Je suis très heureux, dit le petit Bob. Je suis très heureux.
Madame Cratchit l'embrassa, ses filles l'embrassèrent, les deux jeunes Cratchit l'embrassèrent, et Peter et lui se serrèrent la main. Esprit de Tiny Tim, ton essence infantile émanée de Dieu. Spectre, dit Scrooge, quelque chose m'avertit que notre séparation est proche. Je le sais sans savoir comment, alors dites-moi qui était cet homme que nous avons vu sur son lit de mort. L'esprit des Noëls à venir le transporta comme il l'avait déjà fait. Bien que l'heure fût différente, pensa Scrooge, à la vérité il ne semblait pas y avoir d'ordre dans ces dernières visions, si ce n'est que tout appartenait à l'avenir, jusqu'au lieu que hantent les hommes d'affaires. Mais il ne s'y vit point. En fait, l'esprit ne s'arrêta nulle part. Comme pressé d'arriver à son but, il poursuivit sa course et ne l'interrompit que lorsque Scrooge le supplia de faire une courte halte. « Cette ruelle, dit Scrooge, que nous franchissons si rapidement, est celle où se trouve et depuis longtemps la maison où je travaille. Je la vois d'ici. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur ce que je saurai dans les jours à venir. » L'esprit l'arrêta, la main se tendait dans une autre direction. « La maison est là, protesta Scrooge. Pourquoi me faites-vous signe d'aller ailleurs ?» L'inexorable doigt ne changea pas de position. Scrooge courut à la fenêtre de son bureau et regarda l'intérieur. C'était toujours un bureau d'affaires, mais ce n'était plus le sien. Les meubles étaient différents et l'homme assis dans le fauteuil n'était pas lui. Le spectre montrait toujours du doigt le même point. Scrooge retourna vers lui, et sans savoir pourquoi il était absent de son bureau et où il était allé, se remit à marcher à côté de lui. Ils arrivèrent ainsi devant une grille de fer. Avant d'entrer, Scrooge s'arrêta pour regarder à la ronde. Un cimetière. Ainsi donc, le malheureux dont il ignorait le nom reposait là dans la terre. C'était un digne endroit, les maisons environnantes lui tenaient lieu de mur, il était envahi par les herbes sauvages, cette intense végétation qui est un indice de mort, non une manifestation de vie, jaillit d'une terre saturée de corps ensevelis, engraissés à satiété. Ah, c'était un digne endroit. Debout parmi les tombes, l'esprit en désignait une. Scrooge s'approcha en tremblant. L'esprit était resté exactement le même, mais Scrooge, saisi de terreur, crut distinguer une nouvelle intention dans sa forme solennelle. « Avant que je ne m'approche de la pierre que vous me désignez, dit Scrooge, répondez à cette seule question. Ces ombres sont-elles l'image de ce qui doit arriver sans rémission ou de ce qui arrivera peut-être » Pour toute réponse, l'esprit abaissa son doigt vers la tombe près de laquelle il se tenait. Les actions des hommes font prévoir certaines fins, et s'ils persévèrent dans leur conduite, ils ne peuvent éviter cette fin. Mais s'ils changent de conduite, dit Scrooge, la fin change. Dites-moi qu'il en est ainsi pour les scènes que vous venez de me montrer. L'esprit demeurait immuable. Scrooge se glissa jusqu'à lui en tremblant, et suivant la direction du doigt, lut sur la pierre de la tombe abandonnée son propre nom. Ebenezer Scrooge. « Non, esprit. Oh non, non !» Le doigt ne changea pas de place. « Esprit !» s'écria-t-il en s'accrochant à sa robe. « Écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne serai jamais l'homme que, sans mes rencontres avec les esprits, je serais devenu. Pourquoi me montrer ces choses s'il ne me reste plus d'espoir de salut ?» Pour la première fois, il lui sembla que la main tremblait. « Bon esprit !» poursuivit-il en se prosternant à ses pieds. « Au fond de vous-même, vous me plaignez, vous intercéderez pour moi. Assurez-moi qu'en changeant de vie, je puis encore changer les images que vous m'avez montrées. » La main trembla avec bienveillance. « J'honorerai Noël du fond de mon cœur, et je m'appliquerai à entretenir le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Leurs 3 esprits soutiendront mes efforts, je me déroberai pas à leur enseignement. Oh, dites-moi qu'il m'est encore possible d'effacer l'inscription gravée sur cette pierre. » Dans son affreuse angoisse, il se saisit de la main du spectre. Celui-ci essaya de la dégager, mais Scrooge puisait une grande force dans l'ardeur de sa prière. Il ne lâcha pas la main. Il ne put toutefois lutter longtemps avec l'esprit qui le repoussa. Les mains levées pour le supplier une fois encore de changer sa destinée, il vit une métamorphose se produire dans le capuchon, et la robe du fantôme qui dimua de taille s'affaissa, s'amenuisa jusqu'à n'être plus qu'une colonne de lit.